Monsieur l'ambassadeur du Venezuela, bonjour. Bonjour. Léon Landini, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Bagneux pour pouvoir nous entretenir avec l'ambassadeur du Venezuela. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation d'Initiative Communiste. Nous avons pas mal de questions à vous poser et la première qui nous vient à l'esprit est la suivante. Que répondez-vous à ceux qui disent que les prochaines élections au Venezuela seront truquées et qui, de ce fait, s'apprêtent déjà à refuser leurs résultats en appelant à demi-mot à la guerre civile, voire carrément à l'invasion impérialiste de votre pays? Bon, c'est une bonne question. Je crois que notre système électoral, c'est tout à fait fiable. C'est un système électoral qui dépend exactement du Conseil national électoral. Et le Conseil national électoral, selon ou d'après la constitution vénézuélienne de la République bolivarienne du Venezuela de 1999, c'est un pouvoir indépendant. C'est-à-dire, ce n'est pas comme la plupart des pays du monde où les élections sont organisées et surveillées par le ministère de l'Intérieur de ces États. Dans notre cas, c'est le Conseil national électoral et sa direction qui est organisée pour les recteurs qui sont choisis par l'Assemblée nationale, par les facultés de sciences politiques et sociales des universités nationales vénézuéliennes et aussi par la société civile. Ce sont les mandatés pour surveiller, organiser et donner les résultats des élections vénézuéliennes, soit municipales, pour élire les gouverneurs, pour élire le président de la République et pour élire aussi les députés, par exemple. Et le plus important encore, pour organiser ce qu'on appelle, pour dire en espagnol, les référendums au Venezuela, soit depuis les municipes jusqu'à poser la question à la population. C'était une fois posé, 2004, si on voulait continuer avec le président Chávez à ce moment-là, ou révoquer le mandat du président Chávez. C'est un système électoral tout à fait automatisé dans tous les pays. Et je crois, sauf à l'étranger, qu'il y a plus de difficultés. Mais je crois que c'est un système qui a été reconnu par les observateurs internationaux, c'était reconnu par la Fondation Carter, et c'est un système électoral où l'opposition a participé. Le plus important, par exemple, la défaite, notre défaite, le mois de décembre 2015, où l'opposition a remporté les élections pour élire les députés pour l'Assemblée nationale, on a reconnu tout de suite la défaite. Le président Maduro a reconnu tout de suite la défaite. 2004 aussi, 2007, il y avait une réforme de la Constitution nationale et le président Chávez a reconnu la défaite. Et c'était par une marge qui était inférieure à 1%. C'est-à-dire que le système est fiable. Ce n'est pas truqué, il n'y a pas moyen de truquer le système, les élections, les bureaux de vote sont automatisés. Ce n'est pas possible. Très bien, merci pour cette réponse un peu plus claire. Et même je peux vous laisser après quelques matériaux d'appui pour connaître quel est le système, comment fonctionne le système électoral vénézuélien. Il se trouve en français. Très bien. Volontiers, parce que je pense que nos lecteurs seront justement encore plus avides de comprendre comment fonctionne véritablement le système électoral au Venezuela.
Nous désirons également savoir qui, selon vous, est responsable des graves difficultés économiques que subit la population vénézuélienne. Très souvent, on entend que cela est dû à l'incompétence du pouvoir. Alors, est-ce le cas? Ou est-ce qu'il faut y voir le sabotage de l'oligarchie doublé d'un blocus de la part des États-Unis qui ne dit pas son nom? C'est une bonne réponse que je dois faire bien réfléchir. Bien sûr, il y a eu des erreurs économiques et des décisions prises qui n'étaient à un moment donné les plus convenables. Mais d'arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose de très dur. Il y a plusieurs voies pour répondre les origines de la crise qui vit le peuple vénézuélien aujourd'hui. La conjoncture actuelle, l'État a une faible capacité à injecter plus de dollars de devises à l'économie productive au Venezuela. En effet, les réserves internationales se trouvent à peu près 10 milliards de dollars. La production pétrolière, à un moment, ça dépend du marché international d'hydrocarbures, atteint son minimum historique. Il y a des échéances de la dette extérieure à honorer. En 2018, on doit payer 9 milliards de dollars. Mais il y a un blocus financier qui a été imposé par le gouvernement de Donald Trump. Et ça a commencé avant Donald Trump. Ça a commencé avec l'ex-président Obama, quand il a déclaré une fois que le Venezuela était un ennemi inusual et très dangereux pour les intérêts des États-Unis. Trump a suivi la même ligne d'orientation de Barack Obama. Ce n'est pas un problème de démocrates ou de républicains. C'est un problème du système de domination impériale aux États-Unis. Et le blocus financier international imposé par le gouvernement de Donald Trump a rendu plus difficile le refinancement de la dette et la négociation de nouveaux crédits. Par ailleurs, le secrétaire du Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, s'est réuni avec des représentants de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de la France, de l'Allemagne, du Guatemala, de l'Italie, du Japon, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, et de l'Espagne et du Royaume-Uni. Les États-Unis ont exigé de ces groupes d'alliés des actions concrètes pour bloquer toutes les voies que le gouvernement vénézuélien voudrait prendre pour obtenir des financements et importer des produits de base. Quelles sont les implications de cette réunion? Par exemple, une économiste vénézuélienne, Pasqualina Curcio, d'origine italienne, a affirmé, sur la base de données de l'Institut national de statistiques vénézuélien, que le pays importe 64% des médicaments dont la population a besoin. De ce total, 34% est acheté aux États-Unis, 10% à la Colombie, 7% à l'Espagne, 5% à l'Italie, 5% au Mexique et 3% au Brésil. C'est-à-dire de 10 médicaments importés par le Venezuela, 7 procèdent des pays qui se sont réunis jeudi à Washington avec le secrétaire du Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin. En outre, des aliments importés
Venezuela importe des aliments des États-Unis, 33%, 16% de l'Argentine, 14% du Brésil, 12% du Canada, 3% du Mexique, etc. C'est-à-dire de 10 aliments importés, 8 viennent des pays alliés de Washington. Ça n'était pas comme ça il y a un an et demi. Mais la donne a tout à fait changé après la défaite, l'impossibilité de réélire pas Cristina Kirchner, Scioli, comme le successeur de Cristina Kirchner. Et c'est un homme comme Mauricio Macri, ultra-libéral, allié des États-Unis, un homme inconditionnel du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, il a des jours, vient de retour en Argentine et se sont serrés la main étroitement Madame Lagarde et Mauricio Macri. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un cercle et harceler l'économie vénézuélienne et l'a fait tout doucement. Et il y a des problèmes que la réponse de l'État vénézuélien a fait un grand effort dans ce sens, mais ce n'est pas un effort qui puisse satisfaire toute la population. Par exemple, on a les comités locaux d'approvisionnement et de production qui donnent à la population à peu près 6 à 7 millions de produits alimentaires de base, mais ça n'a pas suffi. On doit vraiment faire une économie productive. Il faut traiter aussi de faire des rapports avec des entreprises agroalimentaires et travailler surtout avec les comités de développement communaux et les communes dans le secteur agricole pour redémarrer l'économie vénézuélienne. L'économie vénézuélienne était une économie où la source principale de la rente venait du pétrole. Presque 90% de la rente pétrolière. Et on a fait, sous la présidence du commandant Chavez, le partage le plus radical de la rente pétrolière vénézuélienne. Ça veut dire que les pourcentages de pauvreté extrême se sont réduits énormément sous Chavez jusqu'à 2013. Et l'économie marchait très bien. Et aussi, on a combattu l'analphabétisme. L'éducation universitaire s'est développée partout. La santé publique s'est développée partout. Mais on touche une crise terrible, par exemple, le manque de médicaments. Il y a eu des cas de corruption. Il y a eu des cas où l'État vénézuélien donnait aux entreprises transnationales pharmaceutiques, et même, je crois, parmi elles, d'ici, des dollars préférentiels. Ce n'est pas dire $1 au marché libre, sinon $1 contrôlé par l'État à un prix vraiment convenable. Mais plusieurs entreprises pharmaceutiques étrangères ont ralenti la production de médicaments. Même, on a bloqué l'argent destiné pour l'achat de médicaments et d'aliments à l'étranger ont été bloqués. Par exemple, le Citibank a bloqué 1200 millions de dollars destinés à l'achat de médicaments et aussi dans l'Union européenne, on voit aussi un blocage de l'argent vénézuélien et on essaye à tout prix d'anéantir et d'asphyxier l'économie vénézuélienne depuis l'étranger. C'est un problème
très compliqué. Et même si on essaye d'acheter des médicaments à l'Inde, qui a une industrie pharmaceutique très bien développée, surtout la production de génériques, on empêche de payer aux entreprises indiennes parce que notre argent est bloqué. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse, là aussi très complète et instructive. C'est une réponse vraiment très instructive et qui illustre bien, malheureusement, le nombre d'informations dont nous ne disposons pas ici en France. Et justement, cela permet de faire la transition avec la prochaine question. Comment vivez-vous la manière dont la presse nationale en France, qui se prétend libre et pluraliste, présente la situation donc au Venezuela? Ouf. Quand j'ai lu les journaux, la plupart des journaux, pas tous, en France, et même quand je les lis sur Internet, et quand on voit les opinions dans les médias, les programmes d'information à la télé, on est tout à fait surpris. C'est que non une chose qui a dit un jour, à propos de la guerre de Vietnam, on voit un esprit dans les médias, malheureusement, un esprit antidémocratique. Plutôt que la démocratie qui permet la diversité des opinions et la confrontation dans un débat sain et responsable, ce qu'on voit, c'est un formatage. L'esprit s'est orienté surtout à formater le cerveau. Je donne seulement un exemple. Le journal Le Monde, malheureusement, je n'ai pas les graphiques, j'ai un ami, un jeune historien français, a fait un suivi des reportages, des nouvelles et d'articles d'opinion dans le journal Le Monde depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à la fin du mois d'avril, et 93% des nouvelles sur le Venezuela étaient négatives ou tout à fait négatives. Il n'y en avait une qui soit positive, plutôt 3% à peu près neutre. Et c'est le journal Le Monde. Dans ces autres espaces médiatiques, c'est une autre histoire. Par exemple, Mediapart, on a la possibilité d'avoir un blog et de mettre les opinions, des reportages, des recherches sur ce qui passe dans mon pays et en Amérique latine. Mais on le voit surtout ce matin, c'était un journal, je ne peux pas dire la chaîne de télé, on parlait de 200 ans de la naissance de Karl Marx. Il y avait une femme, une journaliste, qui a dit d'une façon tout à fait irresponsable, ben, Marx, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Marx pour nous? Marx, ah non, c'est une bonne affaire il est passé aux oubliettes. Quand on voit dans les universités américaines des études très profondes sur la pensée et sur l'action de Marx, et surtout pour voir un homme comme Marx pour décrire le système mondial capitaliste. Et surtout, le grand mérite de Marx aussi était que le rapport entre capital et travail, c'était une relation, un rapport social d'exclusion et de domination. Ce n'est pas seulement de façon numérique de mesurer l'exploitation, non, c'était
un rapport social de domination et d'exclusion, qu'on le voit parfaitement avec la 6e thèse sur Feuerbach, que sont les hommes, les rapports sociaux qui se font entre eux. Et c'est ça la substance d'une pensée qui était très importante, pas seulement pour le 19e siècle, qui a marqué le 20e siècle, et je crois qu'il continue à être objet d'études et de réflexions aujourd'hui même. Léon Landini, oui, je crois qu'on peut ajouter que l'intoxication médiatique en France en particulier devient intolérable. Ma fille, qui est professeure aussi, elle est toujours en bagarre avec ce qu'on veut enseigner aux élèves. On ne leur apprend plus que la France existe, non, maintenant on est en Europe. Quand il s'agit des pays démocratiques tels que Cuba ou le Venezuela, eh bien, c'est des pays terroristes qu'il faut faire disparaître. Et puis, je crois que c'est Goebbels qui avait dit calomnier, il en restera toujours quelque chose. Oui. Et on en arrive à un stade. Un copain qui habite là à côté, et il est venu l'autre jour, gentiment, il me dit, oui, mais lorsque Fabien a tué le premier Allemand, le Parti communiste n'était pas d'accord. Mais quand Fabien a tué le premier Allemand, il y en avait déjà eu pas mal d'Allemands de tuer. Et à l'initiative des communistes. Donc ce qui veut dire que l'intoxication est telle, et il est journaliste à la CGT, que l'intoxication est telle qu'elle finit par tout pourrir. Et bien entendu, il faut savoir aussi que 90% de la presse, des médias, appartiennent à quelques-uns seulement. Alors moi, on m'a toujours dit, qui paye les musiciens choisit la musique. Hein. Ça fait une très bonne réponse complémentaire, me semble-t-il, effectivement, sur la situation de la presse française. Et justement, par rapport à cette situation, à la fois d'intoxication et de désinformation, que peuvent faire les démocrates et les progressistes français pour aider le peuple vénézuélien à approfondir les changements démocratiques dans votre pays? C'est une question très importante. Quand je dis montrer la solidarité auprès du peuple vénézuélien, je ne dis pas seulement auprès du président Maduro, du gouvernement, de notre gouvernement, non, d'un peuple qui a fait des efforts énormes pour bâtir petit à petit une nouvelle forme de société plus solidaire. On oublie souvent qu'au Venezuela, on a créé sous la révolution bolivarienne des milliers de moyens de communication alternatifs qui n'existaient pas avant 1999. Création de coopératives communes. On parle surtout, on a construit, bâti des millions de logements depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une immense affaire, mais on oublie de dire que ces logements ne sont seulement pas construits par les industriels du bâtiment, non. C'est la population elle-même concernée qui contribue à faire les logements. Et ça, c'est très important. C'est un peuple aujourd'hui mieux informé, qui débat, qui connaît sa constitution. Et quand je dis le peuple, je dis même ces peuples qui n'aiment pas le chavisme, ni le projet chaviste. Une bonne partie de cette population se débat et il dit, bueno, on va se battre et on va
essayer d'imposer notre projet politique et économique par la voie électorale. Ils essayent de le faire, mais il y a un autre secteur très violent de l'opposition qui, je crois que la plupart, ce sont des laquais de l'impérialisme, qui on l'a vu exactement au moment du dialogue qui s'est déroulé à Saint-Domingue, à la République dominicaine. Tout était réglé. Les garanties électorales, et même la libération de quelques prisonniers aux détenus politiques de l'opposition. Et il y avait des garanties électorales, changement aussi de la direction du Conseil national électoral après les élections du 20 mai, tout était réglé. Et avec l'appui du président de la République dominicaine, Danilo Medina, et l'ex-président du gouvernement espagnol, Rodríguez Zapatero. Tout à coup, un coup de fil de Bogotá, au moment où se trouvait le président Santos avec l'ex-secrétaire d'État Max Tillerson. Tout à coup, l'opposition s'est retirée du dialogue. Après, un autre secteur de l'opposition, la démocratie chrétienne, le mouvement vers le socialisme, et un nouveau temps, ont décidé de lancer un candidat, Henri Falcón, qui a été 4 fois gouverneur de l'État Lara. Il y a quelques mois, il y avait un communiqué où des intellectuels et académiciens français ont parlé à propos du Venezuela. C'était un communiqué intéressant parce qu'ils ont reconnu qu'un pays, un système politique, un gouvernement qui est capable d'avoir 23 élections de toutes sortes, présidentielles, députés, conseils municipaux, gouverneurs et référendums, était capable de reconnaître leur défaite et leur victoire, et où il y a une liberté de presse et d'opinion. Parce qu'au Venezuela, par exemple, on peut manifester librement, on peut se déplacer et sans aucun problème. Et en matière de manifestation et de protestation publique, les sanctions sont beaucoup moins sévères que les sanctions qui existent en France. Et je peux le dire responsablement. Par exemple, quand il y a entre avril et le mois de juillet de l'année 2017, des protestations, il y a eu des protestations pacifiques, mais il y avait des secteurs de l'opposition qui ont manifesté violemment, que même ont brûlé des gens, que pour le temps de la paix, selon eux, rassemblés chavistes, c'était une chose impardonnable. Mais si, en France, par exemple, il y a quelqu'un qui se trouve armé dans une concentration, une manifestation publique, il peut avoir une peine qui peut s'élever à 7 ans de prison et à 100 000 euros d'amende. Au Venezuela,
était moins sévère. On a assassiné pas seulement des citoyens qui manifestaient, on a assassiné des représentants des forces de l'ordre, on a brûlé vif des gens. Et c'était lamentable que quelques chefs d'État européens ont lancé le tapis rouge à des gens qui étaient les responsables intellectuels de ces manifestations violentes, parce que depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez jusqu'à aujourd'hui, on essayé quelques secteurs de l'opposition, avec l'appui bien sûr, ou sous les ordres bien sûr des États-Unis, de renverser par tous les moyens, et un gouvernement, ou des gouvernements sous Chavez et sous Maduro, qui ont été légalement et légitimement élus en respectant l'état de droit et la constitution vénézuélienne de 1999. Dans ce sens, montrer ça aux intellectuels et aux penseurs, aux académiciens français ou dans les milieux intellectuels, et ça nous semble très important. Parce qu'il y a une bonne partie de la France qui les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont prises sérieusement. Et je crois que s'il y a un gouvernement avec toutes les erreurs possibles, au moment de prendre quelques décisions politiques ou économiques, qui essaie de respecter les droits de l'homme, qui essaie de lutter pour les valeurs universelles, qui sont en grande partie héritage de la Révolution française, c'est, je crois, les dirigeants et le peuple vénézuélien. Léon Landini, un commentaire peut-être? Oui, je crois que tu avais posé une question qui reste en pendance, n'est-ce pas? Avec nos petits moyens, nous autres, que pouvons-nous faire pour aider le Venezuela? C'est vrai que les conditions en France ne sont pas merveilleuses, que nous ne disposons pas de forces considérables, mais avec nos modestes moyens, que pouvons-nous faire pour vous apporter de l'aide et pour apporter... Nous faisons le maximum pour apporter de l'aide auprès de la population sur ce qui se passe au Venezuela, et je crois que la présentation de ce témoignage démontrera aux Français dans les conditions. Moi, je me souviens qu'une position du PRCF, lorsqu'il y a eu, y compris des gens qui ont été brûlés, lorsqu'on nous a dit oui, mais vous voyez ce qui se passe là-bas, on a répondu mais il faudrait savoir de quel côté sont les tués, les blessés. C'est du côté de la police, c'est du côté, ou c'est du côté du manifestant. Les manifestants n'ont pratiquement rien eu, donc il faut tenir compte que c'est un pays où il y a une liberté beaucoup plus importante que chez nous on ne le permettrait pas. Mais je reviens à la base de la question que tu as posée tout à l'heure. Eh bien, quelle est l'aide que nous pourrions vous apporter? Je vais terminer avec l'idée. Les représentants des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, qui ont utilisé d'une façon abusive ou disproportionnée de la force, sont en justice, sont passés au tribunal. C'est-à-dire que l'administration de la justice fonctionne. Et d'un côté, je crois que le meilleur appui, c'est de faire connaître ce qui se passe dans mon pays. Et en évitant à tout prix les fake news, les fausses nouvelles, et montrer réellement ce qui se passe. Parce que notre peuple, je crois, les élections du 20 mai, ce ne sont pas des élections passagères, comme on élit n'importe dans quel pays d'Europe un président. Non. Ce qui se joue au Venezuela, c'est la survie
de projets d'émancipation démocratique en Amérique latine. Et je crois que ça, c'est le plus important. Notre défaite sera la défaite des peuples latino-américains et des Caraïbes, où vont imposer la seule pensée unique qui admet d'une façon simpliste et très réactionnaire les grands capitaux internationaux, c'est-à-dire la pensée néolibérale. Plus radical, je pense, et plus poussé qu'ils vont essayer de la faire que ce qu'ils ont fait dans ces laboratoires de misère et d'anarchisme de la dignité humaine qu'était la dictature de Pinochet. Il est certain que ce que nous avons dit pour Cuba à maintes reprises, nous pouvons le reprendre entièrement pour le Venezuela. C'est pas pour le Venezuela qu'on se bat, c'est pour nous. Parce que la défaite du Venezuela, c'est une défaite mondiale de la démocratie, d'un monde meilleur. Moi, j'ai 52 de mes camarades qui sont morts sous la torture, aucun n'a parlé. Parce qu'ils avaient la conviction absolue que nous étions en train de changer ce monde. Et je crois comprendre, aux explications que j'avais déjà eues avant et que vous donnez aujourd'hui, que vous aussi vous battez pour changer ce monde et que vous vous trouvez dans de grandes difficultés. C'est pourquoi je répète, une des solutions, monsieur l'ambassadeur vient de le dire, c'est que nous fassions connaître plus, puisqu'il va nous remettre des documents qu'on les exploite, faire connaître la situation du Venezuela et la bataille qu'il mène. Et surtout, j'y reviens avec insistance, une défaite du Venezuela, c'est une défaite du prolétariat mondial. Donc il nous appartient de nous battre de toutes nos forces pour défendre ce pays, parce qu'en défendant ce pays, c'est nous que nous défendons. Eh bien, justement, ça va permettre de faire le lien avec la question suivante, parce que vous avez évoqué à juste titre les attaques de plus en plus dures subies par le processus bolivarien, des attaques de plus en plus réactionnaires, fascisantes. Eh bien, justement, quelque part, le seul moyen, peut-être, pour le Venezuela bolivarien d'échapper à cette contre-révolution fasciste qui est en place, est-ce que ce n'est pas, tout simplement, dater le processus vers la révolution socialiste? C'est une bonne question. 2005-2006, le président Chavez a parlé pour la première fois de la possibilité au Venezuela d'une transition vers le socialisme. Et dans les relations complexes et la lutte des classes qui s'imposait pas seulement au sein de la société vénézuélienne, sinon les enjeux qui se jouaient aux Caraïbes et en Amérique latine. L'impérialisme états-unien se trouvait à ce moment-là à la défensive. C'était le moment de grands projets de création de la unité latino-américaine et des Caraïbes. À ce moment-là, sont nés des projets magnifiques pour l'émancipation nationale, en perdant un petit peu de la souveraineté nationale, mais en créant les bases d'une souveraineté latino-américaine et des Caraïbes. On a créé l'alternative bolivarienne pour le peuple de notre Amérique. Et Petrocaribe, c'était un instrument politique énorme et de solidarité avec les peuples auxquels nous devons être solidaires jusqu'à l'infini. C'est le cas du peuple haïtien. Sans Haïti, la révolution latino-américaine et les guerres d'émancipation au XIXe siècle menées surtout pour les grands émancipateurs comme Bolívar, etc., San Martín, Sucre, mais surtout avec Bolívar, avec la PI, après la défaite de la 200e République, si je ne me trompe pas, sans Pétion,
sans le peuple haïtien, sans les armes données par le peuple haïtien et le gouvernement de Pétion, peut-être aujourd'hui, nous pouvons être sous la domination espagnole et après sous la domination états-unienne. Et je crois le plus important, c'était la création aussi de UNASUR, la Union des Nations de l'Amérique du Sud, qu'on essayait à ce moment-là, avec les différentes armées, de parler d'une défense ensemble commun de tous les peuples et nations sud-américaines. N'oubliez pas qu'avant la formation militaire et stratégique des armées nationales des nations de l'Amérique latine et des Caraïbes était sous la tutelle totale des États-Unis. Et d'un autre côté, la grande création de la communauté d'États latino-américains et des Caraïbes. Ce sont des efforts qu'on est aujourd'hui les États-Unis, avec celle de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale et aussi essayent avec le groupe de Lima, par exemple, de détruire progressivement. Et je crois que dans ce sens, l'annonce de ce qui s'est développé d'une façon vertigineuse, c'était la défaite aux élections en Argentine. Après, c'était le coup d'État qu'on menait au Brésil. L'annonce était Honduras, était Paraguay, Lima. L'oligarchie colombienne a été toujours comme on la voit. Ça c'est la façon d'agir depuis la colonie jusqu'à nos jours. Et à ce moment-là, la cible était le Venezuela. Comme vient de dire M. Landini, pourquoi la cible? Parce que l'exemple qui mène le Venezuela de réaliser un projet profondément démocratique, profondément participatif, inclusif, comme c'est le socialisme pensé comme nous, et il fallait l'extirper et le mettre de côté d'une façon le plus vite possible. Et ça, ce qui est lamentable, c'est que l'Union européenne et les pays de l'Union européenne sont disposés à faire, à suivre la même ligne politique qui les donne les États-Unis de Donald Trump. Ça, c'est, pour nous, c'est très, très lamentable. Et nous le savons, nous savons, on voit des choses qui sont formidables, des missions diplomatiques vénézuéliennes, que l'argent pour le bon fonctionnement de la mission diplomatique sont bloqués par les États, par les banques privées de ces pays. Et ce sont les instructions du département du Trésor des États-Unis. Je ne crois pas qu'au temps de De Gaulle, on faisait une chose pareille. Je ne pense pas. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Vous avez tout à fait raison, monsieur l'ambassadeur. Nous assistons bien à une véritable radicalisation, à cette offensive contre les acquis démocratiques du processus bolivarien. Justement, face à cela, afin que le processus puisse davantage résister, est-ce que ce processus bolivarien ne doit pas désormais devenir un processus socialiste? Est-ce que ce n'est pas finalement le seul moyen de bien se défendre? C'est une question. Les conditions, les circonstances aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles qu'il y a 3 ans, 4 ans, jusqu'à 2012.
au moment de la mort du président Chavez, 2013, pardon, du président Chavez, que même en étant malade, il a lutté pour sa réélection, en sachant, je crois, au fond, qu'il allait tôt ou tard mourir. Et pour nous, il n'y avait pas une clarité à propos de la nouvelle direction politique qui allait mener la révolution bolivarienne. Bueno, à la fin était choisi le président Maduro. Maduro, le président, il est allé comme candidat à la présidence dans l'élection assez difficile, avril 2013. Et je crois que l'impérialisme et les secteurs les plus réactionnaires latino-américains et vénézuéliens ont pensé à ce moment que c'était le moment. Il n'y avait pas un leadership qui pouvait réunir les conditions politiques d'un leader. Comme dans les moments de transition, je pense toujours on a besoin d'un leadership. Dans le monde de transition d'un système politique à l'autre, il y a qui représente, qui incarne la volonté politique d'un peuple. Ça c'est vrai. On l'a vu avec Ho Chi Minh, avec Mao Zedong, on l'a vu avec Lénine, on l'a vu avec Fidel Castro. Et on a vu ça en 1948, l'essai avec Jorge Eliezer Gaitán qui a été assassiné avec Allende. Et Chavez, à ce moment-là, il a pensé que notre socialisme doit être plébéien, féministe et doit venir d'en bas, c'est-à-dire des communes, des conseils de développement communaux et de l'esprit associatif du peuple vénézuélien. Et même si c'était le moment de la création du Parti socialiste unifié du Venezuela, il a dit qu'il fallait respecter les mouvements qui n'appartenaient pas au Parti socialiste unifié du Venezuela. Ce sont des alliés, mais ils doivent garder l'esprit d'indépendance. Parce qu'à un moment donné, on avait pensé que tous les partis politiques devaient se fusionner au sein du Parti socialiste unifié du Venezuela. Et le Parti communiste vénézuélien, qui était un parti petit, mais un parti d'une trajectoire historique énorme, d'énorme importance dans l'histoire vénézuélienne, politique et sociale vénézuélienne, et a dit non. Nous sommes communistes, nous gardons notre esprit d'indépendance, nous appuyons la révolution bolivarienne, mais nous sommes indépendants. Et Chavez a respecté cette décision, et même le président Maduro après. Et je crois que dans ce moment, on parle très peu du mouvement, de la construction du socialisme, mais il y a tout un peuple qui sait par tous les moyens, sans les nommer, mais en les pensant et en agissant, comment nous devons bâtir pas seulement une économie socialiste, sinon une société socialiste. Et c'est un débat qui se trouve au sein des forces bolivariennes, aujourd'hui au Venezuela, des forces révolutionnaires. Ou, pour nous, aujourd'hui, le premier objectif où nous sommes tous d'accord, c'est l'indépendance et la souveraineté. Parce que nous croyons que c'est possible une intervention militaire étrangère au Venezuela. Et nous devons être préparés. Et j'espère que si on fasse une aberration pareille, j'espère que l'Union européenne puisse avoir une opinion différente. Je ne sais pas, parce que la chute de la République espagnole en 1939, on a vu les alliances complices des pays frontaliers. Et je crois qu'on essaye à tout prix de déstabiliser le Venezuela. On l'a essayé depuis l'arrivée
et même l'arrivée de Chavez au pouvoir. Ils vont continuer de cette façon. Et avec l'ineffable M. Trump, on peut s'attendre n'importe quoi. Vous venez de dire il y a un petit moment la nécessité d'une avant-garde. Moi, j'aime bien les images. Je dis que les plus beaux wagons du monde, s'il n'y a pas une locomotive pour les tirer, ils restent en gare. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un parti d'avant-garde, et qui entraîne... quand Lénine a pris le pouvoir, eh bien, il était loin d'être majoritaire. Hein. Il a fait avec un parti d'avant-garde, et je crois que je ne connais pas suffisamment la situation du Venezuela, mais j'ai toujours pensé, et je crois que c'est Lénine qui l'avait dit, quand on a peur d'aller au socialisme, on va à la défaite. Et je crois que c'est une des choses qu'il faut quand même garder en tête et en mémoire. Eh bien justement, si on rebondit sur cette expression d'avant-garde, quelque part, et ce sera la dernière question de cet entretien, l'avant-garde, la France pourrait éventuellement la représenter, suite aux élections du 20 mai, dans sa réaction par rapport aux résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, est-ce que l'intérêt bien compris du peuple français, et y compris des secteurs capitalistes qui font des affaires à Caracas, est-ce que cet intérêt, ce n'est pas que Paris, justement, que la France reconnaisse sportivement le résultat des sélections vénézuéliennes, quel qu'il soit, et notamment si le candidat progressiste Nicolás Maduro était élu? Est-ce que ce ne serait pas finalement l'intérêt du peuple français? J'espère une chose, c'est pour le peuple français, il y a des capitalistes français qui ont des intérêts au Venezuela. Dans le secteur énergétique, il y a plusieurs compagnies françaises, parmi elles une grande transnationale du pétrole comme Total. Et aussi dans le secteur du bâtiment public, et dans le secteur du métro, soit le métro de Caracas, Los Teques, Valencia, Maracaibo, il y a une chambre de commerce franco-vénézuélienne bien importante. Il y a des petits entrepreneurs français qui se sont installés au Venezuela depuis 30 ans. Il y a aussi à l'est du Venezuela des entrepreneurs français qui travaillent avec le cacao d'origine corse. Il me semble que la France et le gouvernement français va suivre les décisions qui ont été prises par l'Union européenne de ne pas connaître les résultats des élections présidentielles au Venezuela. Je ne sais pas si la France va changer d'opinion, mais je ne pense pas. J'espère me tromper, mais toujours essaye de voir d'un autre côté quand il y a des sanctions évidentes commises par l'opposition. Il y a un silence à propos des interventions grossières des États-Unis. Je crois que les États-Unis, il faut lire le New York Times, les États-Unis sont en train de préparer quelque chose encore plus radical pour anéantir l'esprit de combattre de la population vénézuélienne. Je crois que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est pire que ce qu'on a fait au commencement avec Allende, Salvador Allende. La différence, c'est qu'il y a une partie de l'armée, notre armée, est constitutionnelle et se trouve à notre côté. C'était la grande idée du président Chávez
de faire une alliance civico-militaire qui, à différence des armées comme la chilienne, l'argentine, la brésilienne, la péruvienne, les armées, notre armée, ce n'est pas une armée d'élite, d'origine sociale d'élite. Mais il faut faire attention, il y a de tout. Mais le plus important, au Chili, par exemple, à l'armée chilienne, un mariage d'un fils ou d'une fille d'un général doit se marier avec un fils ou une fille d'un haut gradé militaire chilien. C'est-à-dire que... C'est une caste. Une caste, c'est presque une caste, une caste. Et je crois que ce qui se joue au Venezuela, M. Landini vient de le dire, M. le Président Landini, ce n'est pas la victoire ou la défaite du président Nicolás Maduro. C'est qui se joue sur l'esprit de justice, de démocratie, et qui mobilise les peuples latino-américains et des Caraïbes, et même les peuples du monde. Vous voyez ici, par exemple, tous les attaques contre Jean-Luc Mélenchon sont Venezuela, 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 Venezuela. Contre Podemos, la même histoire. Oui, mais il répond bien là-dessus. Non, il répond bien, il répond bien. Il répond bien. Mais ce sont des attaques très, 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 très dures. Et je crois qu'on peut même ajouter le mot paix à ce que vous venez de dire, Paix. car cela fait partie vraiment de l'intérêt là aussi à la fois du peuple vénézuélien, des peuples latino-américains et comme vous l'avez dit, des peuples du monde entier. Mais nous voulons la paix de la joie, et la paix de la solidarité. Ceux qui veulent, ceux qui essayent de nous détruire, c'est la paix des cimetières. Et ça, mais nous ne le voulons pas. Mais je pense que ça ne vient pas de moi, mais que l'impérialisme arrive à un stade où il y a des mésententes. On commence à le voir légèrement entre l'Union européenne et les Américains au sujet Du dossier nucléaire iranien. des bombardements qui viennent d'avoir lieu. Ça commence déjà, je ne sais pas s'ils vont se soumettre ou non, mais le président français, il est opposé. Bon, c'est-à-dire qu'il défend une caste qui se trouve assujettie aux Américains et qui le tolère mal. Ils commencent à vouloir leur indépendance, à se sentir assez fort, assez grand. Et c'est la raison pour laquelle peut-être vont-ils se rallier à la rupture de l'accord signé, peut-être ne le feront-ils pas. Parce qu'ils commencent déjà, non pas pour défendre qui que ce soit, hein, il n'est pas question de défendre, c'est leurs propres intérêts. Ils pensent qu'à un moment donné, leurs intérêts se trouvent en concurrence avec les intérêts américains et que l'Union européenne, elle bénéficie déjà d'une puissance qui logiquement est supérieure à celle des États-Unis. Que ce soit militairement ou quoi. Ils ne sont pas encore... C'est justement pour ça que le président français vient d'annoncer qu'il y avait 2% de plus du budget pour l'armée. Alors, il ne le fait pas pour... il n'a pas besoin de donner une puissance comme ça à l'armée pour défendre la France, personne ne l'attaque. Donc, il y a besoin de présenter une puissance en disant, bon, mais ça va, ça suffit, hein. Bien, écoutez, en tout cas, je crois qu'on aura bien compris là sur la fin que l'intérêt de tous les peuples, y compris du peuple français, c'est de faire en sorte que le processus démocratique bolivarien en cours au Venezuela puisse se poursuivre avec les résultats des élections du 20 mai. Encore merci beaucoup à Léon Landini d'avoir accepté de recevoir ici Initiative communiste pour cet entretien. Merci à monsieur l'ambassadeur qui a eu la gentillesse de se déplacer. Et un très grand merci effectivement à monsieur l'ambassadeur à qui nous ne pouvons souhaiter que le meilleur encore pour un Venezuela démocratique, indépendant et souverain. Ce que nous voulons, c'est la coopération entre les deux peuples, le peuple français et le peuple vénézuélien.
Et sur tous les plans, politique, culturel, économique. Et ça, c'est pour nous très, très important. Je crois que le message est vraiment très bien passé. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.